Un grand honneur d'être ici parmi vous. Et en fait, j'aimerais bien sûr remercier les organisateurs pour cette invitation, parce que c'est vrai que venant de Suisse, un petit pays avec une petite casuistique, être parmi un groupe de gens qui s'occupent de centres de référence comme ça, c'est pour moi plutôt un grand honneur. L'exposé qui m'a été proposé, c'est un petit peu juste une introduction, une entrée en matière pour cette journée qui va se consacrer effectivement au mécanisme, enfin à tout ce qui est ventilation dans le handicap neurologique. Donc j'ai pris quelques aspects, bien sûr ce ne sera pas exhaustif, mais quelques aspects, si vous voulez, des atteintes respiratoires au cours du handicap neurologique de façon large, et on va détailler certains aspects, mais bien sûr on n'aura pas le temps de tout couvrir. D'abord, juste pour se mettre un tout petit peu en perspective, les différentes atteintes, disons les plus classiques, bien sûr, il y en a d'autres, mais les plus classiques auxquels on va être exposé dans une population de malades neuromusculaires, c'est bien sûr l'hypoventilation alvéolaire. Ça, ce n'est pas une surprise, mais c'est aussi la présence beaucoup plus fréquente de syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil de type obstructif, central ou mixte. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être moins bien connu des gens qui ne sont pas comme vous des spécialistes. Il y a toutes les modifications de la mécanique thoracique qui sont très importantes, avec une diminution globale de la compliance du système respiratoire, une atteinte restrictive sur laquelle on reviendra aussi. Il y a des modifications des rapports ventilation-perfusion qui vont conduire en fait à des troubles des échanges gazeux, parfois à une hypoxémie indépendamment de l'hypoventilation alvéolaire. Ils vont être associés aux troubles statiques de la cage thoracique, à des petits troubles ventilatoires. Et puis, il y a des atteintes qui sont plus focales, les troubles de la déglutition avec les bronchoaspirations, ça on n'en parlera pas, les dysfonctions glottiques, les dyskinésies laryngées, ça on va en parler un petit peu, et puis la question de la toux qui fait bien sûr partie de notre quotidien pour ces patients. Alors, donc, l'hypoventilation alvéolaire, bien sûr, c'est en tête du hit parade de nos préoccupations dans cette situation. On le sait tous, la ventilation alvéolaire est très finement régulée pour maintenir un pH et une PCO2 aussi constantes que possible, quelle que soit l'activité métabolique et quelle que soit finalement l'intensité de nos activités. Et on le sait aussi, la défaillance de la pompe ventilatoire va conduire à une hypoventilation alvéolaire qui, en fait, est définie par l'hypercapnie. Et donc, ce qu'on va voir au cours de l'insuffisance respiratoire en situation de neuromusculaire, c'est essentiellement cette diminution de la ventilation alvéolaire qui va conduire à une hypercapnie. Alors, quels sont les mécanismes qui sont incriminés ? Le premier mécanisme, bien sûr, c'est l'atteinte du muscle lui-même, de sa performance. La situation prototypique, c'est par exemple une dystrophie de Duchenne. Mais bien sûr, il y a toute une série d'autres mécanismes, donc les atteintes médulaires ou les atteintes neurologiques périphériques. Atteintes aussi typiques, ce serait la sclérose latérale amyotrophique. Il y a les atteintes des centres respiratoires. Alors là, c'est beaucoup plus polymorphe. Il y a la situation classique qui est celle du syndrome d'Ondine, mais il y a des maladies dégénératives, il y a des maladies cérébrovasculaires qui peuvent être à l'origine de ça. Il y a une partie de la casuistique qui va avoir une augmentation de la résistance des voies aériennes. Alors ça, ce n'est pas typique pour notre groupe de malades, mais c'est quelque chose qui peut venir comme comorbidité, puisque avec des populations vieillissantes, avec des patients qui peuvent être fumeurs, parfois de gros fumeurs, ça peut venir s'ajouter à la charge des muscles respiratoires. Il y a les atteintes du parenchyme, les atteintes du parenchyme qui ne sont pas spécifiques de l'atteinte neuromusculaire, mais qui vont souvent être liées à des microatelectasies, à des troubles ventilatoires, parfois en relation avec des bronchoaspirations, parfois en relation avec les troubles de la statique. Et puis enfin, il y a les troubles de la compliance thoracique classique, comme vous le voyez sur l'image qui est tout en haut à gauche, avec ces distorsions très importantes de la géométrie du thorax et donc de sa compliance. Alors, l'atteinte, comme on l'a vu, un des items qui va nous conduire à l'hypoventilation alvéolaire, c'est l'atteinte et la compromission de la fonction musculaire qu'on va chercher à détecter par la mesure, le suivi longitudinal des EFR et en particulier des volumes mobilisables, de la capacité vitale à s'y coucher et des marqueurs indirects de la force des muscles respiratoires que sont le SNP et le MIP. Il y a dans la littérature une multitude de valeurs seuil
pour l'indication à une VNI. On ne va pas en parler maintenant, mais sachez qu'en fait, on a très souvent, malheureusement, une assez mauvaise concordance entre les différents marqueurs et donc l'appréciation du clinicien reste ici très très importante. Cette valeur de 60 cm d'eau venait de la publication de Goldberg de Chest à la fin des années 90 comme une one size fits all, mais en fait, ça c'est quelque chose qui est vraisemblablement pas très approprié. Les modifications de la géométrie de la cage thoracique, comme on l'a dit tout à l'heure, peuvent compromettre la fonction diaphragmatique, essentiellement lors de kyphoscoliose, avec une modification du travail respiratoire. Donc on va être très souvent dans une situation de déséquilibre entre la capacité des muscles respiratoires à faire face à leur charge et une augmentation de la charge liée en fait à ces modifications de la compliance du système respiratoire pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et c'est un des mécanismes, pas le seul, c'est un des mécanismes qui va conduire à la défaillance hypercapnique. C'est vrai que quand on voit des radiographies comme celle de ce jeune Duchesne qui a été opéré au début de son adolescence pour tenter de stabiliser un petit peu sa kyphoscoliose, on imagine aisément les contraintes mécaniques auxquelles sont soumis les muscles respiratoires. Dans le suivi des paramètres des EFR donc, pour nos patients qui ont une atteinte neurologique, quelle qu'elle soit, on va essayer d'anticiper finalement le moment où on arrive à un moment critique qui va conduire à l'hypoventilation alvéolaire et qui va poser l'indication à un soutien ventilatoire. Et je montre juste ces données parce que ce qui est intéressant ici, c'est non pas la courbe ici du milieu qui correspond donc à en fait une régression pour l'évolution de la capacité vitale sur 2 ans dans une cohorte de SLA. Cette ligne-là, elle suppose que en fait, la prédiction est assez simple, mais ce qui est important, c'est finalement la variabilité inter- et intra-individuelle et les comportements très particuliers de chacun de nos patients, avec donc une prédiction qui n'est pas si simple que ça. Quand on prend les valeurs ici pour le SNP, on voit là qu'il y a un énorme désordre sur ces valeurs individuelles, avec une variabilité entre la capacité du sujet à faire l'effort, sa motivation, l'efficacité du technicien ou de la technicienne aux EFR. Donc une énorme variabilité dans ces mesures qui font que ces prédictions sont toujours à prendre avec une certaine réserve. Vous avez ici la même chose avec les MIP. Et c'est vrai qu'en voyant ces graphiques, à un moment donné, je me suis demandé est-ce qu'on fait notre job correctement et est-ce qu'en fait, on n'a pas un problème avec notre laboratoire, ce qui, je l'espère, n'est pas le cas. Et j'étais rassuré de voir les données de l'équipe de Michael Polke qui ont aussi suivi donc, des patients avec une sclérose latérale amyotrophique. Et vous retrouvez, si vous voulez, ce désordre dans en fait, l'analyse des comportements individuels de ces patients sur le plan longitudinal par rapport à l'évolution vers une insuffisance respiratoire. Donc, des critères qui sont importants, on doit suivre ces patients avec tous ces paramètres, mais savoir qu'il y a une énorme variabilité intra- et interindividuelle. Néanmoins, on arrive à tirer un certain nombre d'observations de la mesure notamment de la capacité vitale inspiratoire. Ici, vous avez une petite série parue dans Thorax il y a déjà de longues années qui nous montre que quand on arrive à 50% environ de la capacité vitale prédite, on est dans une situation où on va apparaître des hypopnées nocturnes, qu'une hypoventilation en phase de sommeil paradoxal va apparaître aux alentours des 40% de capacité vitale et que dès qu'on est aux alentours des 30%, on peut raisonnablement s'attendre à une hypoventilation alvéolaire, voire une évolution vers une défaillance respiratoire. Ici, les auteurs donnent simplement des chiffres de sensibilité et de spécificité pour différentes valeurs en fait, de cut-off, tant pour la capacité vitale ici inspiratoire que pour la PI max. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de fonctionner en kilopascal, nous on est en centimètres d'eau, mais donc on voit ici que quelqu'un qui a a priori 35 cm d'eau de PI max dans cette série a une très forte chance de développer une insuffisance respiratoire avec une hypoventilation alvéolaire. Donc ça, c'était le compartiment musculaire. Maintenant, il y a tout ce qui est altération de la commande ventilatoire, dont je ne vais pas parler extensivement parce que ça va être le sujet de Frédéric Lofaso.
Mais je voulais quand même mentionner quelques éléments puisqu'ils font partie de la physiologie de l'atteinte respiratoire chez nos patients. Il y a d'abord, sur le plan du diagnostic et du suivi, le rôle de révélateur du sommeil, puisqu'on a tous une hypoventilation physiologique pendant la nuit. Et donc, l'analyse de la nuit va nous permettre de détecter précocement en fait, les modifications de la commande ventilatoire. Et puis, il y a aussi le fait qu'au fil du temps, comme ça a été très joliment démontré par nos collègues de l'équipe de Garches, il y a des modifications de la commande ventilatoire et de la réponse ventilatoire au CO2 qui vont faire partie en fait, du mécanisme qui entretient l'hypoventilation alvéolaire. On verra brièvement l'impact de la fragmentation du sommeil sur la commande ventilatoire et puis aussi très brièvement le rôle des potentiels préinspiratoires, en particulier dans le syndrome d'Ondine. Donc la commande ventilatoire, ça peut être représenté comme ceci. Donc c'est un schéma qui donne un tout petit peu mal à la tête à ces heures un peu précoces du matin. Mais en fait, ce qu'on voit en gros, c'est qu'on a trois grands compartiments. On a un compartiment qui est cortico-sous-cortical, qui peut en fait prendre en route la commande ventilatoire. On a un système de génération automatique avec toute une série d'afférences qui contrôlent la ventilation. Et puis, ce qui nous intéresse ici et ce qui va en fait être mis en difficulté, c'est essentiellement soit la commande centrale, soit l'ensemble des effecteurs au niveau musculaire ou au niveau neuromusculaire. Alors pour revenir au sommeil, donc comme vous le savez, on a tous une pente de réponse ventilatoire au CO2 qu'il est relativement facile de mesurer avec donc un indicateur qui est pas trop compliqué à mesurer pour avoir une idée de la commande ventilatoire. Et puis on sait que cette commande, elle se modifie physiologiquement pendant la nuit. En fait, si on regarde les choses de façon un petit peu plus détaillée, on voit que si vous prenez la réponse ventilatoire au CO2 chez un sujet éveillé ou dans un sommeil de plus en plus profond jusqu'au sommeil paradoxal, on a de grosses altérations de la réponse ventilatoire au CO2 comme marqueur de la commande. Et donc, c'est clair que ce sont dans ces moments-là du sommeil qu'on va pouvoir détecter plus tôt, si vous voulez, la survenue d'une hypoventilation alvéolaire, d'une incapacité du système respiratoire à faire face aux besoins métaboliques. Et ceci, c'est ce qu'on s'attend à voir effectivement chez nos patients neuromusculaires. Vous avez ici les pentes de réponse ventilatoire au CO2 par une technique de re-respiration ou par une technique d'augmentation de la FiCO2 chez des sujets normaux. Et vous avez l'évolution de cette pente chez des sujets neuromusculaires ayant évolué vers une insuffisance respiratoire et une hypoventilation alvéolaire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà pas mal d'années, nos collègues de l'équipe de Garches avaient démontré effectivement l'importance de la commande ventilatoire en prenant des patients qui étaient mis sous ventilation non invasive alors qu'ils étaient en défaillance hypoxémique et hypercapnique. Et ces patients ont été suivis pendant jusqu'à 3 ans. Et ce qui était intéressant dans ce travail, c'est de montrer que, bien sûr, l'assistance ventilatoire était efficace puisqu'elle permettait de corriger l'hypoxémie et de corriger la capnie, mais qu'en fait, on ne changeait pas grand-chose à la force des muscles respiratoires. Donc, l'élément central n'était pas l'épuisement, l'affaiblissement des muscles respiratoires, mais bien plus, en tout cas ici, la commande ventilatoire que vous voyez exprimée sous forme d'une réponse ventilatoire au CO2, qui, elle, va s'améliorer progressivement avec le traitement de ventilation non invasive. Donc il est clair que c'est une des composantes majeures pour comprendre l'hypoventilation alvéolaire. Cet autre travail de Nicole avait fait exactement la même chose, mais sur une échelle de temps beaucoup plus courte. On est sur 3 mois ici, des patients syphoscoliotiques, des patients neuromusculaires qui, comme vous le voyez, vont améliorer rapidement leur réponse ventilatoire au CO2 quand ils sont mis sous ventilation non invasive. 2 mots sur la fragmentation du sommeil dont on avait parlé un petit peu plus tôt. Donc ici, vous avez une polysomnographie prototypique d'un patient qui arrive avec une situation d'insuffisance respiratoire sévère. C'est un jeune Duchenne qui était admis à l'UCL à Bruxelles et vous voyez que sa saturométrie est bien en dessous de la ligne de flottaison. Ici, l'oxymétrie a disparu et vous voyez surtout la structure de son sommeil avec un sommeil qui est terriblement fragmenté.
Et ce patient, en fait, quand il est mis sous ventilation non invasive, va heureusement, évidemment, améliorer sa saturométrie, mais surtout va retrouver une structure du sommeil qui est normale, voire même avec un effet rebond sur le plan du sommeil paradoxal, ce qui illustre assez bien le fait que l'insuffisance respiratoire pour elle-même va être un facteur de fragmentation du sommeil, et la fragmentation du sommeil, chez nous tous en fait, est aussi un facteur qui modifie la commande ventilatoire et qui donc amplifie, si vous voulez, l'impact sur l'hypoventilation alvéolaire. Et puis j'aimerais dire quelques mots sur en fait ce concept des PPI, donc des potentiels préinspiratoires, qui est bien connu par certains d'entre vous, je vois, entre autres Marjolaine qui avait bien travaillé là-dessus. Et donc l'idée ici, c'est de mettre en évidence un point qui sera certainement repris par Frédéric, que dans la participation corticale à la ventilation, il y a donc la possibilité d'anticiper un certain nombre de phénomènes et donc de générer des potentiels mesurables juste avant le phénomène inspiratoire, ce qui va permettre d'amplifier, en fait, de donner un petit coup de main à la commande ventilatoire automatique qui part depuis le tronc cérébral. Et ces PPI, en fait, on peut donc les mettre en évidence dans des situations de charge respiratoire chez des sujets normaux. Donc vous avez ici un tracé EEG et des modifications de la pression dans les voies aériennes. Et vous voyez, lors d'une augmentation de l'effort inspiratoire, on voit apparaître ces potentiels préinspiratoires dans ces deux protocoles de recherche, ce qui montre en fait cette capacité du cortex à tenter de suppléer en fait à une surcharge qui peut être diurne ou qui peut être typiquement nocturne, comme dans un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et donc, ceci a une pertinence pour la discussion d'aujourd'hui, puisque si on prend le syndrome d'Ondine, en fait, c'est, comme vous le savez tous, c'est une maladie dans laquelle la respiration automatique est abolie pendant la nuit. Et donc, l'ensemble de la suppléance, ou une grande partie de la suppléance de la ventilation, dépend de la présence de ces PPI lors d'une respiration de repos. Alors que chez nous tous, chez les sujets sains, en fait, ces PPI vont intervenir en anticipation de l'effort ou dans des situations d'augmentation de la charge résistive, ou bien probablement que je suis en train d'en générer toute une série à cause de mon activité de parole. Dans les mécanismes qui conduisent à l'hypoventilation alvéolaire, on a vu l'association chez beaucoup de nos patients neuromusculaires avec des syndromes d'apnée obstructive ou centrale du sommeil. Et là aussi, c'est un mécanisme qui est bien documenté, qui est celui en fait de la relation entre l'intervalle interapnée et la charge de CO2 et donc la survenue d'une hypercapnie. L'idée est que pendant la phase d'apnée, bien sûr, il y a une accumulation de CO2 dans l'organisme et que donc plus l'intervalle est long, plus il va être difficile de compenser cette surcharge de CO2 pendant la phase d'hyperventilation, ce qui fait qu'on peut très facilement tracer un graphique qui montre une concordance entre la PCO2 diurne et l'intervalle interapnée chez un sujet neuromusculaire qui aurait donc une atteinte de type apnée obstructive, comme on le voit par exemple chez des SLA en début de maladie. Donc si on résume ces quelques éléments, les éléments impliqués dans la survenue d'une hypoventilation alvéolaire, on peut dire qu'on a vu bien sûr qu'il y avait une diminution de la force des muscles inspiratoires, on a vu que la trajectoire de cette diminution varie selon la pathologie sous-jacente et qu'il y a une grosse variation inter- et intra-individuelle. On a vu qu'il y a globalement une augmentation de la charge, donc du travail respiratoire pour les muscles liés aux modifications de la compliance du système respiratoire. On a vu qu'il y a des modifications de la commande ventilatoire qui sont à la fois la conséquence et aussi un facteur d'amplification de l'hypoventilation alvéolaire. On a vu le rôle de la fragmentation du sommeil et de l'intervalle interapnée. Maintenant, j'aimerais amener juste quelques commentaires sur des aspects spécifiques que je trouve aussi très intéressants et qui ont des conséquences immédiates pour nous dans notamment le traitement en pression positive. Et j'aimerais commencer par ce travail de Tina Anderson de Bergen,
ce sont des images de Bergen ici, sur les dysfonctions glottiques constatées lors d'utilisation d'un système de cofaciste comme étant aussi une manifestation du handicap neurologique sur le plan respiratoire. Et Tina Anderson a regardé de façon extrêmement élégante en fait des patients avec SLA et atteinte bulbaire ou non bulbaire. Et elle a regardé en fait ce qui se passait lors de la mise en pression positive, donc avec un système de cough assist, en termes d'adduction et d'abduction des voies aériennes. Et ce qu'elle montre très joliment, vous avez ici des sujets SLA avec des symptômes bulbaires. Et ce qu'on voit, c'est que ces sujets, par rapport à des non-bulbaires ou à une population témoin, en fait, maintiennent une fermeture des voies aériennes, une fermeture donc paradoxale, qui se voit ici aussi, avec une adduction qui est anormale, qui est tout à fait paradoxale chez ces sujets bulbaires. Et elle a fait plusieurs publications en montrant que finalement, ce phénomène de dysfonction des voies aériennes supérieures, il touche pas seulement les cordes vocales, mais il touche en fait plusieurs niveaux de toute la sphère oropharyngée et hypopharyngée, avec ces mécanismes d'obstruction qui peuvent devenir une vraie difficulté lors de ventilation non invasive. Et en fait, Marjolaine Georges en parlera peut-être tout à l'heure, mais donc elle et l'équipe de la Pitié avaient aussi très joliment documenté ces mouvements paradoxaux en pression positive. Vous avez ici en fait la fermeture glottique d'un sujet observé en nasofibroscopie sous pression positive, avec donc la survenue de phénomènes centraux en termes de variation, si vous voulez, de la ventilation, et puis ces fermetures glottiques qui donc peuvent compromettre de façon parfois sévère la ventilation chez nos patients neuromusculaires, ceci étant plus spécifique des SLA ou de certaines atteintes extrapyramidales. Deux mots sur la toux, parce qu'on ne peut pas oublier en fait l'implication des maladies neuromusculaires sur la toux. Donc la toux, comme chacun le sait, est composée essentiellement de 4 phases. Une phase inspiratoire, donc on a besoin de muscles inspiratoires. Une phase de compression, pendant laquelle on a besoin aussi à la fois de muscles expiratoires et aussi d'une fonction glottique qui permet de résister à la pression. Et ensuite la phase explosive et finalement une phase de relaxation. Et donc la coordination de ceci et la mise sous pression en fait nécessite bien sûr des muscles respiratoires vaillants. Et donc dans ce système assez sophistiqué du contrôle de la toux, avec aussi là aussi une supervision, si on peut dire ça comme ça, du cortex cérébral et toute une série d'afférences qui sont elles peu modifiées, eh bien ce sont les effecteurs à nouveau qui vont être touchés par les maladies neuromusculaires et compromettre l'efficacité de la toux que nous avons tous appris à mesurer avec la mesure du débit expiratoire de pointe à la toux, comme vous le voyez ici, ce qui nous permet de poser ou pas l'indication à un système d'assistance à la toux, donc à un dispositif d'insufflation-exsufflation. Je pense que c'est le dernier point ici, c'est l'effet d'espace mort qui est aussi intéressant. Vous avez ici un patient qui a, comme vous le voyez, une paralysie d'une coupole diaphragmatique. Bon, ce n'est pas son seul problème, hein. Comme vous le voyez, il a quand même une mécanique thoracique qui est profondément altérée, il a une trachéostomie, mais il n'en reste pas moins que chez des gens qui ont des dysfonctions en fait unilatérales du diaphragme, on peut avoir un phénomène qu'on appelle le Pendelluft, enfin c'est ce qu'on dit en Suisse, tu vois, je ne sais pas comment on dit ça en France, et c'est en fait l'idée d'une re-respiration, c'est-à-dire en fait d'un effet d'espacement physiologique lorsque le sujet en fait un mouvement inspiratoire, la coupole paralysée remonte, ce qui fait en fait passer l'air expiré non pas dans la trachée mais dans la bronche souche contralatérale, et ceci en fait est en soi un mécanisme qui peut participer à l'hypercapnie. Alors, en résumé, et pour conclure, donc on a vu que l'atteinte respiratoire lors de maladies neuromusculaires est plus que multifacette, et on va avoir 2 jours pour explorer tout ça. Elle dépend de l'agenda de la maladie sous-jacente, hein, en termes de chronologie et en termes aussi d'éléments physiopathologiques dominants. L'hypoventilation alvéolaire est une des choses qu'on redoute le plus, et elle est
comme vous l'avez vu, causée par des phénomènes multiples qui sont intriqués, qui s'auto-amplifient. On a vu le rôle révélateur du sommeil qui nous aide à détecter plus tôt en fait, la survenue de ces problèmes chez nos patients. L'importance de la dysfonction glottique et de la dyskinésie laryngée qui sont de mieux en mieux décrits avec les observations nasofibroscopiques, la toux et les syndromes d'apnée du sommeil. Donc voilà ce rapide survol de ces mécanismes en introduction et je vous remercie pour votre attention. Juste un petit mot sur cette diapo que j'ai montré. C'est un site que peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent. C'est une jeune femme avec une myopathie de Landouzy-Dejerine qui est ventilée depuis maintenant une trentaine d'années et qui a, on parlait tout à l'heure de qualité de vie chez ces patients. C'est une femme qui est une espèce de défi permanent par rapport à sa maladie et qui fait des voyages et des choses absolument fantastiques. Si vous avez quelques minutes, ça vaut la peine d'aller explorer son site pour ceux que ça intéresse. Merci. Pardon. Merci beaucoup. J'avais une petite question concernant la variabilité. Est-ce qu'elle est spécifique des neuromusculaires ou est-ce qu'elle a été montrée dans toutes les pathologies neurologiques induisant une déficience respiratoire? Alors, disons, nous, on a regardé deux groupes de patients, ceux qu'on a vus là qui étaient des SLA, et puis on a regardé des patients BPCO sévères pour lesquels on avait aussi une variabilité assez importante. Et quand on cherche à déterminer une valeur seuil en dessous de laquelle on pense qu'il y a vraiment une atteinte fonctionnelle, on doit utiliser les deux tests, le SNP et le MIP, donc ce qui montre qu'il y a cette variabilité intra-individuelle dans l'utilisation des deux tests. Ceci dit, je trouve que c'est quand même beaucoup plus chaotique dans les tracés neuromusculaires qu'on a que pour les autres pathologies respiratoires où on fait ces mesures. Et donc comment résoudre ce problème pour, justement en termes de significativité d'une modification et de tout ce qui est minimal detectable change et tout ça? Alors, le message que nous on donne à nos internes, c'est qu'un seul test n'est jamais suffisant pour prendre une décision, qu'il faut une multiplicité des tests, il faut leur évolution. En fait, on doit finalement utiliser plusieurs tests et leur évolution et la clinique pour aller vers une décision notamment de ventilation, puisque c'est ça l'enjeu le plus fréquent. Et puis, ne pas se baser sur une approche qui me paraissait quand même très simpliste dans les recommandations qu'on avait pour la ventilation, type ce qu'on a vu tout à l'heure, 60 cm d'eau de MIP, hop, on met une ventilation. Ça, c'est quelque chose qui ne paraît pas acceptable. Ce sont des manœuvres dites volitionnelles, donc qui dépendent de la volonté. Donc le sujet, quand il ne veut pas travailler, il ne travaille pas. Hein. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est aussi les complications aiguës, infectieuses, etc. Il y a eu des papiers qui ont montré que lorsque tu as une infection, les pressions baissent, puis elles remontent après en dehors de l'infection. Est-ce que ce n'est pas tout simplement ça? Parce que, en fait, les patients, ils viennent quand ils décompensent, ils viennent dans des rendez-vous annuels, puis quand ils décompensent, et au moment des décompensations, on mesure, ça diminue, ils reviennent, je dirais, 6 mois après, lors de leur rendez-vous, et puis ça remonte. Est-ce que ce n'est pas tout simplement ça? Dans les deux papiers que j'ai montrés, c'est-à-dire celui de nos collègues anglais dans le Journal Bleu et puis notre série plus modeste, c'était toujours de l'électif, donc c'était à distance de toute exacerbation aiguë. Donc c'est vraiment, comme tu dis, je pense que c'est l'élément volitionnel, l'élément en fait collaboration, et puis simplement la difficulté à faire ces manœuvres quand ils évoluent dans leur maladie. À la limite près, avec des discussions qu'on a avec Hélène régulièrement, c'est le caractère de la volonté. Chez certains patients, il y a une dissociation automatico-volontaire, notamment chez les scléroses en plaques, on voit bien qu'ils sont incapables de faire les mouvements. Par contre, en automatique, c'est de la même chose pour la toux aussi. En volontaire, ils n'ont pas de toux. Par contre, quand ils font une petite fausse route, la toux, donc il y a une dissociation automatico-volontaire aussi qui fait que ce n'est pas simple de les évaluer toujours. En tout cas pour ceux qui ont des lésions cérébrales. Merci. Alors, merci pour votre présentation. En fait, moi j'avais une question sur les dysynergies laryngotrachéales, puisque intuitivement on penserait que les cordes devraient être ouvertes avec une assurance bulbaire. En fait, c'est l'inverse. Comment on l'explique? Alors,
L'expliquer, je ne sais pas si on peut vraiment l'expliquer, on le constate surtout, c'est-à-dire que ça fait partie de la désorganisation des fonctions bulbaires comme la déglutition, comme la phonation. Et puis on voit effectivement qu'on a ces réactions paradoxales avec une incapacité d'ouvrir les cordes vocales avec les pressions qu'on utilise avec nos dispositifs, puisque en fait on est capable de résister à des centaines de centimètres d'eau quand on décide de fermer notre glotte. Donc je pense que en dehors de l'atteinte bulbaire plus large, on a vu à quel point ça touche plusieurs segments. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement en fait l'atteinte des cordes vocales, mais c'est vraiment toute l'infrastructure du flux laryngé et puis les muscles de l'hypopharynx et même la position de la région rétro-basilinguale. Tout ça en fait est impliqué dans ce mécanisme d'asynchronie. À ma connaissance, c'est surtout un constat.